Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et toi? Ouais, cool. Comment tu t'appelles déjà? Faïd? Faïd, c'est comme ça qu'on te nomme dans ton métier? Ouais, c'est Faïd, Faïd Hadji, mon prénom et mon nom de famille entier. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais de la photo, de la vidéo et principalement de la poésie. Et du conseil en image parfois, de la DA parfois aussi. Et puis voilà, la création en général. Ok. Du coup, tu fais de la photo et de la vidéo, mais Enfin, tu fais de la photo, de la vidéo et de la poésie, ça n'a rien à voir. Ouais, enfin, ça, non, ça, à mon sens, ça a à voir, mais c'est vrai que dans le concret, ça a rien à voir quasiment, c'est vrai. Comment tu arrives à lier ça? Allier ça, bah, je commence par la poésie. Parce que la poésie, c'est le départ de l'émotion, c'est le départ de la création. Et ensuite, quand je vais créer de manière poétique. Ça veut dire que je vais essayer de capturer des images poétiques qui ont tout le sens poétique qui lui-même a sa propre définition. Et pareil en vidéo. Mais la vidéo, c'est un peu plus compliqué encore. C'est quoi qui est venu en premier? La poésie. La poésie? À Ouais. la base, t'écrivais. Ouais, j'ai toujours écrit, j'ai toujours vécu ma poésie, entre guillemets. J'ai toujours eu C'est quoi vivre sa poésie? sa poésie, c'est vivre tout court et être sensible à tout ce qui peut t'entourer, aux émotions que tu peux avoir, aux émotions que les gens peuvent avoir, et être sensible à son monde. Être sensible à son monde, à mon sens, c'est comme ça qu'on commence par vivre sa poésie pour pouvoir après la capturer et l'écrire. Et comment t'as amené la photo avec ça après? La photo, c'est venu aussi un peu tout seul. C'était un moyen de m'exprimer, on va dire. C'était il y a peut-être 6 ans, 7 ans. J'avais un ami à moi qui en faisait, qui habite d'ailleurs pas très loin d'ici, qui en faisait et tout et tout. Et je le voyais passionné. Il faisait aussi de la poésie au préalable. On en faisait ensemble. Et après, j'ai voulu m'y mettre. Et en m'y mettant, je me suis rendu compte que le procédé était presque pareil. La photo, c'est intuitif, instinctif, mais surtout, il faut la penser avant. Ça, j'ai compris ça bien plus tard. Il faut la penser avant, à mon sens, bien sûr. Et quand on la Quand tu dis pense, à penser avant, tu veux dire quoi? il faut presque la dessiner. On peut littéralement la dessiner s'il le faut, mais si, ça dépend du style de photo qu'on fait. Si on fait de la photo de rue, c'est autre chose. Si on fait de la photo euh, artistique ou conceptuelle ou peu importe, c'est important de la dessiner dans sa tête ou sur papier. Et si c'est de la photo de rue, il faut être attentif aux détails et au bon moment. Parce que c'est tout un processus de capturer un moment. Ça t'est déjà arrivé de penser une poésie que tu voyais en photo? Oui, oui, c'est déjà arrivé. Mais c'est plus l'inverse en général. C'est une image qui va me donner de la poésie, parfois. De manière concrète, hein. Je vais prendre une image, par exemple, de manière poétique. Ça veut dire que ce sera un moment, un instant, une émotion qui va se concorder à un instant précis. Et en la prenant, c'est mon poème visuel que j'aurai là. Et quand l'image elle est vraiment, vraiment forte, bah, ça va m'insuffler de l'énergie pour faire un poème derrière. Ça veut dire que le poème, il est déjà en tête Souvent, ouais. au niveau avant l'image même. Ouais, souvent, ouais. Après, tu prends l'image de ce que tu as en tête Hmm. et tu l'écris par derrière. Par exemple, ouais. Ça m'aide de support. C'est comme si la photo, c'était mon papier. En fait, c'est plus être ça parce que par exemple, quand je vais écrire de manière euh, presque instinctive, mais c'est très très clair dans ma tête. Alors que pendant que je le fais, je ne pourrais pas expliquer comment je le fais. Je dirais pas que c'est un moment de transe ou quelque chose comme ça, mais c'est très très particulier ou très précis. Et quand j'écris, bah, parfois ça peut paraître abstrait un petit peu ce que je vais écrire, mais c'est très très clair et précis et ordonné. Et je m'efforce d'avoir chaque phrase, de faire en sorte que ce soit des phrases justes, dans le sens où chacune d'entre elles doit être indispensable. Ça veut dire que si j'enlève une phrase, c'est comme si le poème il ne valait plus rien. Donc ça me force à ne pas écrire pour écrire. Ok. Pour toi, enlever une phrase d'un poème, c'est comme enlever l'élément dans une image. Exactement. Enfin, chaque vers d'un poème doit être un poème à lui tout seul, à mon sens. Ah ouais? Ouais, À ce point-là? ouais. C'est-à-dire que si t'enlèves la phrase, le poème, il est comme si il te manque un orteil, tu peux pas tenir debout, par exemple. Ouais, ouais. Et moi, je vois ça comme ça. Ok. Depuis quand tu fais ça? Depuis quand tu crées? Puis quand je crée, de manière concrète, je dirais depuis le début du collège, avec le dessin et la poésie. Mais de manière beaucoup plus abstraite, je pense que je crée avec mon imagination et mon inconscient depuis encore plus longtemps.
Ouais. Ok. Et depuis quand tu t'es dit que ça y est, faut que tu en fasses un métier? Je pense à mes 19 ans. À mes 19 ans, là j'en ai 27 aujourd'hui. À mes 19 ans, euh, je voulais pas, entre guillemets, passer à côté pas de ma vie, mais vivre une vie que j'ai pas forcément désirée et que les regrets que je pourrais avoir soient pas les miens. Donc, je me suis dit, faut que je fasse un truc. Parce que c'était une nécessité pour moi de créer. Et c'est le médium que tu as choisi en premier pour La en vivre, c'est quoi? photo, non, c'était pas la photo, c'était la photo avec la création textile. Avec mon ami justement avec qui je crée, je fais de la photo, de la poésie qui s'appelle Hakim. Il a décidé, enfin il est venu à moi pour faire une marque de vêtements à l'époque. On a commencé par du flocage et tout. Et après on a commencé à se professionnaliser en faisant de la création textile, en allant au sentier, en bossant avec des stylistes, des modélistes qui faisaient des patronages, etc., etc. On s'est professionnalisé sur le tas. Et ça a commencé par ça. Et c'est le moment où je pense que je me suis senti le plus vivre. Et en même temps, en parallèle, je m'initiais à la photo avec lui, on s'initiait à deux, au design, textile et le design en général, et à la création. Je revenais à mon essence, on va dire, de recherche du savoir, et surtout de l'art, justement. Parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'amour pour ça, mais personnellement, j'ai vécu pas mal de choses qui m'ont perturbé. Donc j'ai dû un peu mettre ça de côté, et je suis revenu à ça à mes 19 ans, ouais, à peu près, ouais. Et ton entourage, il les prend comment quand tu décides de faire En tout cas, tu commences par des métiers qui sont pas très corporate, tu vois. Ouais. Ma mère m'a toujours soutenu, dans le sens où, en fait, tout ce qu'elle voulait, c'était que ce soit fait de manière professionnelle. Ça veut dire que si je veux faire de la photo, par exemple, bah, que j'ai une école de photo. Si je veux soit fait de manière académique, pardon. Si je fais de la peinture, par exemple, je vais en école d'art. Elle veut que ce soit lié à un diplôme parce que, par sécurité, parce que bah, elle a grandi comme ça. Et, mais pas uniquement enfin, en faisant l'autodidacte, uniquement, tu vois. C'était sa seule crainte. Mais en soi, elle m'a toujours soutenu. Elle a carrément commencé à s'intéresser à ce que je faisais, à s'intéresser à la photo en général. Mais les autres membres de ma famille, on va dire oncles et tantes, je pense qu'ils se disent, bon, qu'est-ce qu'il fait, enfin, pourquoi il fait ça, mais Mais du coup, tu as fait une école de photographie? du tout. J'ai fait des formations, parfois de 2 semaines, de un mois, pour, entre guillemets, lui faire plaisir. Et aussi, moi, apprendre techniquement le métier, parce que quand même, je faisais trop à l'arrache, trop de manière instinctive, parce que je me concentrais uniquement sur l'émotion. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, il faut quand même que je sache comment on fait ça. Donc j'ai appris aussi beaucoup, beaucoup avec les magazines. Énormément avec les magazines Réponse Photo. Je conseille toujours aux gens de faire ça, mais les gens ont la flemme de lire en général. Mais c'est vraiment ça qui m'a beaucoup aidé sur la technique et apprendre comment utiliser un appareil bien. Après, comme on le disait tout à l'heure hors caméra, les tutos, hein. Les tutos techniques en tout cas. C'est ça que j'ai plus fait, ouais. Et comment on se forme à écrire des poèmes? Je pense qu'on se forme pas, hein. Ça vient. Je pense que ça vient à soi. Euh, je pense que ouais, ça vient vraiment à soi et faut être prêt à accepter cette part-là de soi. Parce qu'on peut en avoir honte. Moi, j'en ai eu honte pendant longtemps avant. De l'écriture? Ouais, quand même, beaucoup, hein. C'était tellement intime. Et c'est ce moment où je me sens vraiment vulnérable. Et moi, j'ai fait plein de déménagements. C'est-à-dire, j'ai habité un peu partout, soit dans 93, dans le 19e ou peu importe. C'est pas trop la mode de faire des poèmes, tu vois. Et je le disais à demi-mot. Je disais, ah, j'écris un peu et tout et tout. Ah, ok, d'accord. Mais dans ma chambre, j'étais là, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Mais carrément, tellement ça me pesait de savoir ces deux choses-là en moi que parfois j'écrivais moins, etc., etc. Mais ça revenait toujours. C'était une nécessité. J'ai commencé à faire des nouvelles aussi à un moment donné. Mais c'était un autre process, hein, comme on le disait tout à l'heure. C'est un autre process. Donc, mais je me suis plus focalisé sur la poésie. Mais ça vient à soi. Et après, pour ceux qui voudraient s'y mettre, je pense que s'ils le sentent vraiment, il faudrait qu'ils y aillent à fond. Mais surtout qu'ils ne le fassent pas de manière uniquement aléatoire et le cliché du poète fou, un peu j'écris pour écrire, non. C'est vraiment, je pense, un savoir qu'il faut essayer de comprendre. Pas de maîtriser, parce qu'on ne maîtrise pas vraiment ce qu'on écrit quand on est poète, parce que c'est plus de l'émotion et d'un instant. Mais comprendre ce qu'est la poésie et comprendre ce qu'on essaye de dire, comprendre le message qu'on veut véhiculer, comprendre son message, son écriture. Tu dis que c'était intime. C'était intime parce que tu parlais de toi ou juste parce que c'est intime d'écrire en général et que tu as honte de dévoiler ça? Les deux, je pense. Mais avant, je pense que c'était plus parce que j'avais peur de dévoiler ça. Je parlais de moi, certes, mais je parlais de ma mère, par exemple. C'était mon premier poème, je parlais de ma mère. Je parlais d'amour, hein, je pense que c'est les sujets les plus banals. Mais qu'est-ce qu'on connaît de l'amour à 13 ans, 12 ans?
Mais c'était des poèmes assez, je trouve, purs et simples, mais que j'aurais aimé relire aujourd'hui. Mais tu vois, j'ai essayé de prendre une base relativement vraie, toujours être, comment dire, structuré. À l'époque, je faisais que des alexandrins, je m'imposais ça. Et donc, je faisais que des 12 syllabes, parfois des 10. Quand pour moi, c'était une digression de faire ça. Mais je m'imposais ça pendant des années, je m'imposais ça. Jusqu'à un moment donné, bah, mon ami m'a dit, mais pourquoi tu t'imposes ça? Regarde ce que font les vers libres. Et moi, j'avais horreur de ça. Je me disais, mais non, c'est pas de la poésie, nan, nan. Et il m'a éduqué à ça. J'ai vu. Dis-moi. Excuse-moi, est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est un alexandrin? Alexandrin, c'est un vers qui est composé de 12 syllabes. Et Un vers, c'est quoi même? un vers, c'est grossièrement, c'est une phrase dans un poème. Ok. Grossièrement. Du coup, c'est un alexandrin, c'est une phrase dans un poème qui fait 12 syllabes. C'est ça. Et en général, c'est dans ce qu'on appelle un quatrain, une strophe. Enfin, un quatrain, c'est comme un mini paragraphe de 4 lignes, si je dis pas de bêtises. Et du coup, mais après, c'était dur parce que dans un alexandrin, parfois, à cause de la sonorité de la syllabe, ça peut faire 11, parfois ça peut faire 13, si par exemple le E, tu le prononces ou pas. Et il y a des règles pour ça, et moi, je les connaissais pas très bien. Mais avec ma logique à moi, je me disais que c'était toujours 12, Mais etc. c'est etc. archi technique en vrai. C'est super technique, ouais. Et je me rends compte que, ouais, depuis tout petit, j'avais cette conscience-là de structurer ça. Mais c'est vrai que c'est super technique, en fait. Mais pour moi, c'était presque normal, parce que j'avais connu que ça. Et après, au lycée, en plus, ça a continué quand on m'a fait lire Phèdre, de Racine, on m'a fait lire du Racine. Et lui, ces Alexandrins, ils m'ont frappé de ouf. Surtout que il arrivait à mettre du sens, il arrivait à prendre des personnages historiques, mythologiques, pardon. Il arrivait à en faire une tragédie à la fin. Enfin, toute sa structure m'a impressionné. Ça m'a vraiment impressionné. Donc, ouais, c'est très technique. Bah, moi, ça m'impressionne de façon générale la poésie. Parce que, comme je te disais un peu avant, moi j'écris, mais j'écris pas de poèmes. C'est peut-être le seul truc que je me refuse avec la chanson. Hmm. Parce que pour moi, c'est un peu pareil en fait. C'est vrai, le Pour rythme, moi, c'est la même chose. ouais, la poésie, la chanson, écrire des textes de musique et écrire des poésies, pour moi, c'est pareil. Et c'est le seul truc. Je crois que la musicalité qu'il y a à mettre dedans, elle, j'arrive pas à la toucher du doigt. D'accord. Tu vois? J'arrive à. Parce qu'il y a toujours de la musicalité. Au tout début, je croyais qu'il y avait pas de musicalité dans ce que j'écrivais, et du Hmm. coup, que j'arrivais pas à écrire des poèmes parce que j'avais pas de musicalité. Alors qu'en fait, il y a toujours de la musicalité quand t'écris. Hmm. Enfin, en tout cas, pour moi. Bien sûr. Toujours, je redis mes phrases quand je les écris pour voir si elles sonnent bien. Mais c'est une musicalité qui est bizarre parce qu'elle sonne que en toi, en fait. Il y a que toi Hmm. qui connais ton rythme. Hmm. Mais j'ai toujours trouvé que la musicalité demandait la poésie ou la chanson, c'était archi difficile. Et il y a aussi la contrainte que en très peu de mots, tu vois, par exemple, tu me dis il y a C'est vrai. une contrainte sur une contrainte, c'est que pour moi, il y a une contrainte de base en poésie ou en musique, c'est qu'en très peu de mots, il faut faire passer des idées. C'est vrai. Là, il y a une autre contrainte qui vient par-dessus. Comme en musique, par exemple. En musique, tu n'as qu'un couplet, par exemple. Et en poésie, tu as les alexandrins, donc tu as 12 syllabes Hmm. pour faire passer une idée. Hmm. Ça, pour moi, Ça, c'est c'est fou, une hein. montagne à gravir, tu vois. Parce que même je me suis exercé à écrire des textes courts pour faire passer des idées en très peu de mots. Hmm. Mais il me faut quand même des longues phrases, tu vois. Hmm. C'est-à-dire Hmm. Hmm. un texte court pour moi, c'est une page. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et déjà, pour moi, c'est très court. Ok. Et c'était un exercice pour moi. J'ai commencé à faire ça par exercice, en fait. Ok. En me disant, il faut que tu arrives à synthétiser tes idées et à trouver les bons mots assez percutants ou assez imagés. Moi, j'aime bien parler en images. Hmm. Assez imagés pour faire transparaître toutes tes idées. Là, tu me dis que tu passes de une page à 4 lignes Hmm. de 12 syllabes. En plus, on parle même pas en nombre de mots, on parle en nombre de syllabes. Ouais. Du coup, je prends un mot qui est trop long, je grille mes cartes, tu vois. Ouais. C'est ça qui est dur, je trouve. Ouais, bah c'est une contrainte qui était intéressante pour l'exercice, mais que moi j'ai vite gommé. J'ai arrêté les alexandrins assez vite à ce moment-là, mais ça m'a appris justement à condenser mes idées. Et pour ça, pour moi en tout cas, il a fallu que je lise beaucoup à cette époque-là, pour emmagasiner beaucoup de vocabulaire précis. C'est-à-dire que grâce à ça, bah, mes phrases, je peux mieux les contrôler, leur longueur. Et ce que tu as dit de prendre une grosse idée longue et la condenser, ça me fait penser à Céline, qui justement, lui, c'était son fer de lance de réussir à aller à l'essentiel, à toucher directement à l'émotion, à aller à l'essentiel. Il disait, je sais pas si c'est vrai, mais bon, il disait qu'il écrivait pour un livre à peu près 70 000 lignes, enfin pages, à peu près dans 70 000 pages, un truc comme ça, mais qu'il en gardait 700, par exemple. Donc, il a dit le travail le plus gros, c'était d'enlever ce qui n'était pas utile. Et d'où aussi l'idée de chaque phrase est un poème aussi. Enfin,
toute cette pensée-là. Et ça me fait penser à ce que tu as dit justement, parce que c'est vraiment, vraiment très, très dur de réussir à prendre une idée qu'on peut étirer, qui est assez longue, et la rendre essentielle et courte et couper toutes les futilités. Mais est-ce que tu fais comme lui, toi? Est-ce que tu t'écris beaucoup et après t'es lag? Non, lui, il fait ça pour les romans. Et je pense que c'est essentiel pour avoir. En fait, comme les romans de Zola, par exemple, qui sont très très longs, très très descriptifs. Bah, Céline, à mon sens, il a fait du Zola en l'épurant. Il a enlevé toutes les descriptions, par exemple, inutiles. Et aussi, il a ramené l'oralité à l'écrit, etc., etc. Mais il a voulu frapper juste. Et c'est un peu différent. Mais en soi, moi, quand je vais écrire, je vais pas écrire long. Je vais essayer d'abord directement de penser et d'écrire ce qui est essentiel. Et parfois, j'enlève et parfois, je rajoute aussi quand c'est pas suffisant, quand c'est pas consistant. Mais ouais, j'essaie d'avoir ce processus-là. C'est un peu plus compliqué quand même, j'avoue. Comment tu maries ça à la photo? Parce que la photo, c'est une image. Ouais. Du coup, tu peux rien enlever. Mm. Le moment où elle est capturée, c'est trop tard. Comment tu fais? Bah, tu dis un truc super intéressant parce que hier, j'écoutais un podcast justement sur Henri Cartier-Bresson qui parlait T'es justement un de. photographe. Et un photographe, oui, voilà, qui parlait justement de l'instant. Une fois que c'est capturé, c'est capturé. Et il disait que toute la force du photographe, c'était à peu près de. Bon, je dis ça un peu grossièrement. Ce que j'ai retenu, c'était de comprendre ce moment-là, de réussir à le voir et réussir à le prendre. Et donc, plein de gens croient que c'est du hasard, mais c'est pas du hasard. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement concentré et voir ce moment-là. Et une fois que tu l'as capturé, bah, en fait, tout ce que tu as fait avant, c'est de la poésie. Tu as eu tout le process créatif d'un poète en observant, en vivant et en restant concentré sur ce que tu vivais et ce que tu voyais. Et après, derrière, comme tu as dit, tu as capturé ce moment-là. Une seconde avant, c'est trop tôt. Une seconde après, c'est trop tard. Mais réussir à rentrer dans l'intersection du monde à ce moment-là et de prendre la photo que tu estimes être bonne, parce que c'est subjectif aussi, bah, c'est tout un art, ça aussi. Donc, ce fantasme de il est bon à l'instant, c'est pas vrai. C'est du travail derrière. Mais du travail, peut-être qu'il peut paraître instinctif pour le créateur, pour le photographe, mais c'est un travail en soi parce qu'il s'efforce à être concentré, il s'efforce à regarder, il s'efforce à penser à ce qu'il veut toucher. Donc il sait ce qu'il va prendre quasiment avant de prendre sa photo. Mais comme tu as dit, il y a un moment. Et donc comment je fais pour lier la poésie à ça? Bah, c'est le processus, c'est comment je vais vivre la photo avant de la prendre. Par exemple, si je fais de la photo de rue ou d'événement que je dois prendre à un moment bien précis, je vais essayer d'observer d'abord. Je vais essayer d'abord de vivre le moment, de l'observer, de le sentir et de me dire que là, il y a une émotion qui va venir et se tenir prêt. C'est comme un tireur d'élite, tu dois être prêt. J'ai deux questions en tête là, mais qui n'ont rien à voir. La Mm, première, par rapport à ce que tu me dis là, par la fin, je vais commencer par la fin. La première, c'est comment tu fais, parce que moi j'ai vu ton travail, j'ai vu que tu faisais des shootings. mm, Un shooting, c'est un cadre qui est composé. C'est mm, fabriqué un shooting. mm. C'est un cadre qui est fabriqué. Comment tu fais pour trouver cet instant-là quand tu sais que tout est fabriqué et qu'en vrai l'instant est présent éternellement, enfin perpétuellement au moment où tu shootes parce que Mm. c'est le cadre. Ouais. Bah, je me laisse une part de hasard, toujours. J'essaie de pas toujours tout préparer. Et surtout, la plupart des shootings que je vais faire, je vais essayer d'aller dans des endroits que je maîtrise pas vraiment. Parce que une fois qu'un endroit tu le maîtrises trop, la paresse de l'esprit elle rentre en jeu. Donc tu es dans un confort, etc., etc. Donc tu n'arrives plus à être observateur. Mais je sais que j'ai un shooting en tête que j'ai fait relativement préparé avec une fille qui s'appelle Maureen euh, à, à son école de mode. Elle m'a fait un mood board. Désolé Maureen si t'écoutes ça, elle m'a fait un mood board que j'ai quasiment pas lu. Elle m'a dit, il faut qu'on fasse. Enfin, je l'ai lu une fois quand même. Il faut qu'on fasse ci, ça, ci, ça, ça, nan. Et elle dit, ok, juste dis-moi l'endroit, l'heure et je serai là. Elle m'a dit, je vais prendre ça comme tenue. Nan. Je fais, ok, pas de souci. Mais je me suis pas intéressé plus que ça à la DA derrière. Parce qu'une fois arrivé à l'endroit, j'ai découvert le lieu. J'ai découvert le lieu. Elle m'a dit, je veux ça et je veux exprimer ça. Donc mon inconscient m'a aidé à la guider un petit peu, mais je l'ai laissé faire. Et après, derrière, sur le shooting, j'ai trouvé des trucs qui m'ont. Enfin, c'était vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'il y a eu des éléments que j'ai pu prendre comme objet qui m'ont aidé à faire des photos incroyables. Ok, alors c'était pas prévu. Moi, dans ma tête, j'arrivais, oh, j'arrive en retard et tout, comme souvent. J'arrive, je fais ma photo et je me barre, tu vois. Mais avec un décor préparé, j'ai laissé beaucoup de place au hasard qui, entre guillemets, n'existe pas, pour que je me laisse le droit d'attraper ces moments-là. Parce que quand tu as des idées trop précises en tête, c'est bien comme je disais tout à l'heure, de dessiner ses photos au préalable, mais il faut toujours laisser une marge de manœuvre à son esprit créatif, parce que sinon, tu viens dans un cercle de paresse. Et tu sais à quoi t'attendre, tu vas pas innover, tu vas pas taper fort. Et du coup, les photos,
font partie de mes préférés, c'est que je pense avoir le plus réussi. Et, et les gens à qui je les ai soumises, enfin, à qui j'ai pu demander leur avis, ont vraiment été convaincus par la force de ces photos, qui avait vraiment un... Après, elle aussi, ce qu'elle m'a donné comme émotion, parce que je suis pas tout seul dans le process, c'est incroyable. Elle a fait... Et je pense que aussi ça a joué parce qu'on s'entendait extrêmement bien à ce moment-là, on parlait beaucoup, etc., etc. Donc tout convergeait. Donc je lui ai fait confiance, ça m'a fait confiance, et ça s'est fait. Ok. Et la deuxième question que j'avais, c'était, tu m'as parlé du fait que tu as un processus avec, la poésie. Du coup, tu prends une photo, ça crée une poésie dans ta tête que après tu mets sur papier par rapport à la photo que tu as faite. Mm, Et est-ce que le fait de savoir capturer cet instant, mm. comme tu l'as expliqué là, ça t'a aidé aussi à trouver les mots, comme on le disait, les mots précis? Ouais, ouais. Ah, c'est une très bonne question, mais je pense que oui. Parce que ça m'arrivait souvent d'écrire des poèmes dans la rue ou dans un bus ou peu importe. Et je pense que c'est une question de concentration et de référence. Comme j'ai essayé d'emmagasiner des références qui m'intéressent avec le temps, quand j'écris un poème, par exemple, que j'ai un vers en tête, pour capturer le bon mot au bon moment, au bon endroit, j'essaie de faire une rétrospective à ce moment-là. Donc c'est le moment où je vais bloquer, que ça sera plus instinctif. C'est ce moment. Pour être précis et être sûr que c'est juste. Et ça reste Comme quand tu prends une photo. exactement. Et ça reste instinctif parce que je prends ça dans mon bagage. C'est juste que j'ai juste fouillé un petit peu ce qu'il y avait là-dedans. Ah, c'est la bonne pièce et je la mets là. C'est comme un puzzle, entre guillemets, une mosaïque et que je vais placer là. Je vois ça comme ça. Mais, et ouais, c'est un peu comme la photo, ouais. C'est un peu comme la photo. Trouver le bon mot ou la bonne photo ou le bon moment au bon endroit. Et tu cherches quelque chose quand, dans tes créations, de Hmm, façon globale, hmm. tu cherches quelque chose, t'as un message à faire passer ou quelque chose comme ça ou pas du tout? Si, quand même. Mon message principal, je pense que c'est le vrai. La Euh, vérité. ouais, mais c'est subjectif, hein. Donc, Mais c'est quoi mais la vérité pour toi alors? la vérité pour moi, ça serait même ce qui peut paraître moche, essayer de le garder. Ça veut dire que souvent je cite cette phrase de Flaubert qui disait il n'y a de beau que le vrai. Et en poésie, bah, j'essaie de rester très très vrai. Mais c'était dur au début, mais quand tu dépasses certains carcans que tu as en toi, tu arrives à frapper juste et être vrai. Tout c'est à peur du regard des gens, etc. etc. Mais par exemple, dans la photo aussi, et c'est très dur parce que si tu as un sujet en face de toi qui n'est pas prêt à être moche, entre guillemets, et vrai, quand je dis moche, c'est pas forcément physiquement, mais se montrer telle qu'elle est, parce que c'est très compliqué, bah, c'est un peu plus dur pour moi d'être à fond dans cette idée-là. Mais si c'est moi qui gère tout, soit le sujet ou si c'est une photo que je capture, bah, j'essaie de montrer le vrai, principalement. Et le vrai, ça va être euh, l'émotion, ça peut être, je sais pas moi, je dis au hasard, hein, sur une photo où il y a un moment qui se passe, comme j'ai pu prendre aux Comores, je sais pas moi, et qu'il y a des déchets à côté, bah, les déchets sont là. Je vais pas essayer de les enlever. Je vais pas essayer de les enjoliver, je vais pas essayer de... Je vais les faire rentrer dans la composition, tout simplement. Parce qu'ils ils font partie de à part entière de cette photographie-là, de la composition et même le lien qu'ils peuvent avoir avec le sujet. On peut trouver un lien qui soit sous-jacent, implicite ou explicite, peu importe, tu vois, évident. Donc j'essaie d'avoir ce caractère vrai dans mes photos le plus possible. Est-ce que tu arrives à détacher les photos des poèmes et les poèmes des photos? Dans le sens où est-ce que tu arrives parfois à écrire sans penser à une photo que tu pourrais faire derrière et vice-versa, à faire une photo sans penser à un poème que tu pourrais écrire derrière? Oui, j'arrive à le faire. Au début, c'était plus compliqué, mais maintenant, oui. Ah, au début, c'était vraiment très lié. Ouais, je liais beaucoup ça, même si je le faisais très très mal, parce que surtout la photo, je débutais, et à mon sens, j'étais vraiment très très nul. J'essayais toujours d'avoir ça comme lien. Donc c'était un peu croisé. Mais avec le temps, non. J'arrive à dissocier les deux. La poésie, je peux faire de la poésie sans penser à une photographie, mais j'aurai des images en tête quoi qu'il arrive, mais sans directement laisser à la photo. Et la photo, c'est un peu plus dur, mais si par exemple je dois faire un shooting pour un artiste ou pour une marque ou pour quelqu'un de précis, qui a son idée, qui a son idée précise, je vais réussir à mettre toute ma poésie de côté et trouver la sienne, justement. Et pouvoir essayer de la mettre en image. Trouver la poésie chez les autres, c'est pas compliqué. Si. C'est compliqué surtout quand la personne va se fermer elle-même. Pas par bêtise, mais simplement parce qu'elle n'a pas l'habitude de s'ouvrir, ou elle ne sait pas comment s'ouvrir, ou elle a peur de s'ouvrir, parce que c'est très intime, la poésie qu'on peut porter en nous. Donc, si j'ai pas tout ça, je vais essayer de, entre guillemets, grossièrement, pour faire une image, de capter quelques vers, ou quelques mots Tu qui vont me captes des mettre. vers chez les gens. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Je vais capter des vers, et du coup, je vais capter un pan de leur personnalité.
Mm. Et la vidéo dans tout ça, qu'est-ce que ça t'a amené? La vidéo, je pense que c'est le réel poussé. C'est le réel poussé. C'est la vérité encore plus poussée. Mais je m'exerce d'abord avec du faux, entre guillemets, c'est-à-dire des clips ou des spots par-ci par-là pour notamment mon petit frère qui fait du rap et tout. Donc je m'exerce pour l'instant. Mais à terme, j'aimerais vraiment faire par exemple des courts-métrages ou des documentaires euh, plus ou moins longs. Et à terme, bien sûr, peut-être des films, pourquoi pas. Mais d'abord commencer par des courts-métrages et des documentaires. J'en avais fait un d'ailleurs au Comores, mais comme je l'estimais pas assez bon, j'ai mis de côté. Donc Donc pour toi, ça veut dire que c'est la forme la plus extrême de ta manière de réinterpréter, enfin, de révéler le vrai. ouais, Ça commence par la photo qui est le plus petit format parce que c'est un instant, la poésie en plusieurs mots, et puis la vidéo avec de façon pour élargir. ouais, parce que la vidéo, ça me fascine trop, mais c'est trop compliqué. Quand on n'a pas fait l'école, quand on débute, quand on n'a pas de moyens, etc., c'est très délicat, mais ça ne me décourage pas pour autant, parce que ça touche et par les couleurs, et par l'ambiance, et par le son. Il y a tellement d'émotions qui vont rentrer en jeu, et parfois par les mots, par les paroles, par la composition, par ci, par ça. Donc, tu as autant l'aspect de la photo dans la vidéo, et autant l'aspect poétique dans la vidéo, qu'on a décrit au préalable. Donc, c'est super, super dense, mais une fois que c'est maîtrisé, ça peut être une œuvre presque finale. Je trouve ça très, très fort. Tu peux me citer une œuvre dans chacun de tes domaines Mhm. qui t'a marqué, Mhm. techniquement, émotionnellement, je sais pas, poétiquement, mais une œuvre dans chacun de tes domaines qui t'a marqué. En poésie, peut-être ce que j'ai lu le plus récemment, un poème de Louis Aragon. Techniquement, j'ai trouvé ça fou, mais j'ai plus le titre. Je crois que il parlait de Elsa, qui était sa muse, qui est devenue sa femme, et comment il a structuré, comment il a imagé ce qu'il disait, qu'il parlait de la guerre. Il parlait de la guerre et son rapport à la guerre, comment sa femme restait stoïque face à la guerre et tout ce qui s'est passé ensuite. Il a imagé ça en parlant d'incendie et de la chevelure de sa femme. Et c'était super, super, super bien mené. Et Aragon, là où il me fascine, c'est que il a passé peut-être, je sais plus combien de temps en Andalousie ou en Espagne, à apprendre la culture, enfin la religion musulmane pour pouvoir enfin, je sais pas exactement pourquoi il a fait ça, mais réussir à taper juste dans ses poèmes. Il a des références islamiques super poussées. J'étais super choqué. Et alors que c'est de ce qu'on sait de lui, en tout cas peut-être pas pour la fin de sa vie, mais de ce que moi je sais de lui, c'était pas du tout un musulman en tout cas dans le début de sa vie. Et je trouve ça super fort. C'est comme pousser pousser vraiment Le réalisme. le réalisme à son paroxysme pour pouvoir taper juste. Après en photo, peut-être je dirais une photo du photographe Denis Dailleux qui a fait une série en Égypte. Je ne saurais pas choisir laquelle par contre, de la série. Et sa série, elle a duré 20 ans. 20 ans. 20 ans. Elle a fait 20 ans en Égypte pour faire une série photo. Il est parti plusieurs fois ou il est resté 20 ans en Égypte? De ce que je sais, il est resté 20 ans. Ok. Et bon, sur son Instagram, on peut voir quelques peu de ses photos. Mais je conseille aux gens d'aller voir son livre ou ses expos s'il en a encore actuellement. Mais en tout cas, ouais, ses photos, la Denis Dailleux, couleur. c'est ça? Ouais, Denis Dailleux. C'est un français en plus. Et les couleurs, la composition et ce qu'il a réussi à capter en n'étant pas quelqu'un de là-bas, c'est incroyable. Il a fait des shootings mère-fille, pardon, mère-fils. Il a fait des shootings chez les Coptes, chez les musulmans, chez les chrétiens de là-bas. Et il a fait des photographies aussi de la ville, des moments de vie très très forts. Et il me fait penser à d'autres photographes de chez McDom, comme René Burry, qui a aussi des photos qui me frappent. Mais là, je dirais de Denis Dailleux parce que c'est la dernière que j'ai vue avant de partir de chez moi aujourd'hui. Et après, en vidéo, c'est trop dur. Parce que je suis assez. Moi, je suis un Yankee en vidéo, hein. Je suis un Yankee de ouf. Je suis mainstream de ouf. Et là, à Tu parles chaud, de vidéos longues ou courtes? en film, en En plus film, film. ouais. Ok. Bah, c'est Nolan, hein. Parce que j'ai vu Tenet récemment. Hier, j'ai regardé Inception. Donc, j'irai Nolan, Nolan, ouais. Mais c'est dur, Nolan. Il est très, très dur. c'est dur dans quel sens? À la compréhension. C'est dense ce qu'il fait. Mais c'est dur dans le bon sens, hein, je dis, hein. Ah ouais. Je suis Mais d'accord parce que moi je suis absolument fan. voilà. Bah, dans Tenet, par exemple, il a réussi à faire une dichotomie sur le bleu et le rouge, par exemple, dans tout le film. Mais alors, subtil ou pas, et tout ce qui s'ensuit, c'est des teintes. Il y a trop de choses à dire sur Tenet. Il y a trop de choses. J'ai vu 2 fois, j'en ai parlé avec un ami à moi pendant presque des heures et tout, et c'est fort. Et je pense que c'est lui qui m'a le plus marqué récemment, en tout cas, qui me vient là instinctivement. C'est le premier nom qui me vient. Après, sûrement en regardant la vidéo plus tard ou le podcast, je vais dire, oh, j'aurais dû dire si. Là, c'est Nolan qui me vient en premier. Et puis voilà. Et est-ce que tu as des gens qui t'inspirent de façon générale
dans tes différents métiers? Qui sont des Hmm. inspirations pour toi? T'aimerais bien atteindre ce qu'ils ont fait ou leur ressembler, je sais pas. Grosse, bah, la réponse la plus banale, c'est ma mère. Parce que c'est elle qui m'a mis dans ça, qui m'a poussé à Oui, avoir. mais ta mère, elle est pas artiste. Oui, dans les artistes, tu dis? Dans les artistes, hmm, il y a Céline, je pense quand même, que je prends beaucoup un exemple. Alors Céline, il faut expliquer, c'est un auteur qui s'appelle Louis Ferdinand Céline C'est ça, et qui a écrit un chef-d'œuvre qui est Voyage au bout de la nuit. c'est ça. Euh, pour les gens qui aiment lire, c'est à avoir. C'est à à lire. C'est Vraiment. spécial quand on est. C'est spécial, mais c'est à lire. Et c'est unique. Exactement, C'est unique exactement. dans le panthéon de la littérature française. C'est ça. Et pourquoi j'aime autant Céline, c'est parce qu'il a réussi à faire tout ce que on n'ose pas faire, je pense. Euh, Sans rentrer dans ces polémiques qu'il a eu après autre part, mais purement en littérature, il a créé un style. Il a créé un style. Et si je dis pas de bêtises, c'est lui qui a créé les 3 points de suspension aussi. En Mais plus. il a créé un style, enfin, tu me diras si je me trompe ou pas, peut-être qu'il y en a qui vont me dire que je me trompe, mais il a créé un style qui n'a pas été reproduit après. Ou tu Si. vois, pas comme ça, j'ai l'impression. Tout le monde a repris, tu veux dire, par la suite? Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Il a créé un genre, enfin un style littéraire et un genre unique. Et beaucoup ont suivi par la suite, bien sûr. Beaucoup sont inspirés, comme Jacques Kerouac aussi s'est inspiré de Céline, même Bukowski et plein d'autres auteurs sont inspirés de Céline, complètement. Et sauf que lui, il était très peu intéressé par tout ça, tout ce qu'il voulait, c'était de l'argent, de ce qu'il disait. Parce que faut savoir que c'était un médecin de base. Mm. Et là où je trouve fort, c'est d'avoir réussi à créer un style en l'étant pour essayer d'être juste et vrai, sans cacher le moche et sans se rendre plus beau qu'il ne l'était. Et ça, j'ai trouvé très très fort. Après, il était très très critique et j'aimais ça aussi chez lui quand même, mais pas pour rien. Et il critiquait pas pour critiquer, il critiquait avec des raisons très précises. Donc, tous ceux qui ont le temps, allez regarder ses interviews Ouais. sur YouTube, elles sont très intéressantes. Mais j'ai un avis un peu partagé sur ça, Mm, sur le fait qu'il a créé un style. mm, Pour moi, tu me dis si ça te parle ou pas, mais son style, mm, en fait, il a créé le style de l'oralité, mm, pour que vous compreniez un peu. mm, Euh, c'est une fausse oralité qu'il a créée, mhm. tu vois, parce que personne ne parle vraiment comme ça, à son époque du moins. Personne ne parlait vraiment jamais comme ça, tu vois. Quand même à son époque, si je trouve. Mais Hein. j'ai l'impression que il a trouvé un moyen détourné. C'est comme s'il avait créé un nouveau langage, tu vois. Mm, Il a pris. C'est comme si moi, demain, je parle en argot, tu mm. vois, et que je crée un nouvel argot inspiré de cet argot-là, mais qui est un nouvel argot qu'on parle pas vraiment dans la vraie vie, que j'ai créé avec. Pour l'adapter à l'écriture. Pour l'adapter à l'écriture, tu vois. Du coup, ça donne un style oral, Mm, qui est pas un style profondément littéraire, mm. ou classiquement littéraire, et qui est non plus pas un style que je pourrais vraiment parler dans la vraie vie. Ouais, je vois, c'est un entre-deux, tu veux dire. C'est un entre-deux, je Parce trouve que qu'il c'est a vrai fait. que tu dis, parce que par exemple, Bukowski, lui, c'est trash, c'est trash. Ah, Bukowski, Donc qui est un c'est poète vrai. américain, C'est ça, ouais. alcoolique, Voilà, drogué, voilà, tous les vices qu'il peut tous avoir, les il vices les a. qu'il peut avoir, et qui parle de ça dans Donc ses livres. ouais, ouais. Donc lui, c'est vrai que c'est très très pareil, très très vrai, très très cru. Mais à mon sens, Céline, après, comme j'ai pas vu qu'à son époque, je peux pas savoir comment les gens parlent à ce moment-là, mais j'estime en tout cas, que quand j'écoute les interviews, comment les gens parlent autour de lui, Et attention, excuse-moi, je te coupe, mais Mm. il avait aussi sa manière de parler. c'est vrai, Quand tu regardes ses interviews, c'est vrai, tu vois qu'il a sa manière de parler, il a son ton, c'est vrai. on parlait avant l'interview, on parlait de musicalité. Alors lui, c'est vrai. Il a une musicalité qui est très très C'est particulière vrai. dans sa manière de s'exprimer. Peut-être que c'est ça qui a dû influer ses Je pense ses que écrits, c'est hein. ça. Il y a moyen, il y a moyen. Mais moi, je veux convaincre cette version-là que il est resté proche de l'oralité parce que je connais pas en fait. Et ce que tu dis là, c'est un élément intéressant qu'il faudrait, je pense, étudier vraiment. Et donc ça m'a intéressé. Ce qu'il disait, il avait une image, il disait, pourquoi j'essaie d'aller droit à l'émotion. Moi, ce que je fais quand j'écris, j'essaie de prendre tout mon bagage émotionnel, le prendre dans le métro, je vous ramène avec moi dans le métro. On prend la ligne 12, on l'a fait des deux terminus, et vous voyez tout ce qui se passe à l'intérieur, avec mes émotions, avec vous, et ça reste vrai. Donc c'est ce qu'il a essayé de faire au mieux, en tout cas, enfin du mieux qu'il pouvait. Et donc en écriture, il y a Céline qui m'inspire énormément. Bon, il y en a plein d'autres, mais là, tu vas choisir un, donc je vais choisir un. Euh, En photo, je dirais René Bury, celui qui m'a le plus frappé. Ouais, René Bury, ouais, c'est un photographe, je sais pas quel pays exactement, mais il a photographié Castro, Picasso et plein d'autres gens, et plein d'événements aussi. Euh, et il nous reste quoi? Il nous reste la vidéo. Moi, je m'ai pas dit de choisir 3, mais en vidéo Nolan toujours, hein, je pense. Hein. Nolan. Ouais, parce qu'il est fou. Hein. Il met 8 ans à faire des films, c'est quoi? Non, il est fou. Ouais, mais ils sont tellement techniques ces films. C'est incroyable, c'est incroyable. Le gars, on dirait, c'est un ingénieur, je ne sais quoi. Enfin, il fait Interstellar, il te fait
C'est Ouais, mais fion, c'est hyper poussé. Oh, Ouais, tu vois, c'est drôle, c'est que tu m'as cité beaucoup de personnages dans tes inspirations, dans tes goûts, de gens qui faisaient des vrais travaux de recherche ouais, pour aller toucher juste. c'est vrai, c'est vrai. Nolan, c'est peut-être moins émotionnel que tout ce qu'on a cité jusqu'à là. À part Interstellar, je trouve quand même. À part Interstellar, peut-être, ouais, c'est vrai. Après, tu connais, c'est un film, du coup, il y a de l'émotion partout, un petit peu en vrai, tu vois. Mais c'est quand même peut-être moins émotionnel que Louis Aragon qui Oui. va, tu vois ce que je veux dire, qui fait Hum. de la poésie. Mais ce qui rejoint Louis Aragon et Nolan, c'est que les deux font un vrai travail de C'est vrai. recherche. Ils prennent le temps. Ils prennent le temps pour aller vraiment toucher juste. C'est vrai. C'est vrai. Et ça se perd, je trouve que on veut tout apprendre vite, souvent. Quand on fait une œuvre, on essaie de la faire vite. Mais il faut de la patience. Il faut de la patience, de l'apprentissage, pardon, de la connaissance. Et avec l'ubérisation du monde, on est susceptible tout vouloir apprendre vite. Et c'est dur, parce que même moi, j'en suis victime, hein. Des fois, j'apprends un tuto pour apprendre une vidéo, ça me saoule. Je me dis, allez, c'est bon, je vais faire un truc, mais non. Je sais que je suis dans le faux quand je fais ça. Parce que je sais que ça va pas être abouti et ce sera pas un chef-d'œuvre en soi. Et que peut-être dans 2 ans, j'en aurai peut-être honte, ça se trouve. Donc, c'est ce que j'essaye de faire maintenant, de penser à la postérité. Ah, Nolan, il est bien là. Tu vois, c'est-à-dire que pendant toute sa vie, on parlera de ses œuvres. Ouais, bah ouais, Parce bien qu'il a sûr. pris le temps. Alors que s'il a fait ça à la va-vite ou il avait négligé un détail parce que oh, j'ai la flemme, on aurait dit c'est un bon réalisateur. C'est ça que tu cherches, toi, la postérité, parce que Ouais, t'as trouvé la justesse qu'il fallait. ouais, franchement, je vise le niveau légende. Si je peux l'atteindre et que j'arrive à enlever toute ma paresse, ah bah je vais y aller, hein. Mais le niveau légende, tout en gardant le fait que tu sois vrai, et que Oui, tout ce que tu oui, fais oui, soit oui. vrai. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le niveau légende, c'est juste faire ce que je fais à très grosse échelle et que ça touche et que ça puisse par la suite éduquer et montrer un chemin potentiellement bon, que j'estime bon en tout cas, aux autres. Donc je pense que tout ce qu'on fait, c'est d'y mettre de la conscience. Parce que je peux pas me dire je fais mon œuvre et que c'est égoïste, mais non, il y a des gens derrière qui vont venir voir, ça va peut-être les toucher, les inspirer. Et j'essaye d'inspirer le bon en tout cas, tu vois. Ou le juste, au moins. Le bon dans ta manière de faire ou dans ce que tu crées. Parce que tu pourrais, je sais pas, tu parles de vrai. Tu pourrais faire des photos de sans-abri dans la rue. Mhm, C'est pas joyeux, mais mhm. c'est vrai, par C'est exemple. vrai. C'est vrai, mais là où je trouve ça. J'aurais du mal à faire ça par exemple, c'est que je vais prendre en photo et après, je fais rien pour eux. À part si vraiment je prends des photos, je fais une expo pour eux, et derrière, j'ai tout ce processus-là, les fonds leur sont reversés, etc. etc. J'arrive à avoir un su pour leur vie, mais je trouve ça assez moche de venir prendre la misère des gens et partir. Ah, si je l'ai pas vécu, même si ça m'est arrivé de dormir dans la rue, bon, comme plein de gens, mais j'ai pas vécu ce qu'eux ont pu vivre, bah, je vais pas le faire, je trouve ça pas vrai, justement. C'est moche, mais pas vrai pour le coup. Alors que par exemple, si je vais aux Comores et que je montre la misère des Comores que j'ai pu vivre et que j'ai pu voir, que j'essaye d'améliorer à ma manière, là, je me sentirais plus légitime de le faire, tu vois. Mais par exemple, prendre une situation comme celle que tu as citée, ou des combats qui vont pas me toucher directement, ou qui vont me toucher, mais que je fais rien en faire. Juste en termes de témoignage, regardez, il y en a qui vivent ça, et que derrière, j'arrive pas à m'impliquer dans ça, je trouve ça hypocrite. Tu vois. Et j'essaye, en tout cas, on l'est tous à certains égards, j'essaie de ne pas l'être, en tout cas. Du moment que, dès que je maîtrise, j'essaie de ne pas Du l'être. coup, il te faut une véracité qui soit dans l'ensemble, Ouais, dans la manière de faire, dans le contenu et dans ce qu'il y a après. exactement, ouais. Là, ouais, c'est important, je trouve, parce que sinon, c'est moche, vraiment moche, mais dans le mauvais sens, tu vois. En fait, je trouve que tu fais ça pour servir tes propres dessins, en fait. Tu fais pas ça, on va dire, pour l'art ou pour la création, mais plus pour ce qu'il y a autour du statut d'artiste, en fait. Ah, lui, c'est un artiste, il fait des choses bien. Bah, et donc, tu as fait ça, entre guillemets, pour ça, et pas pour vraiment le contenu de ta création. J'ai eu ce débat hier sur l'engagement artistique Hmm, avec une amie à moi qui est artiste et qui me disait que il faut forcément être engagé dans sa création. Elle me disait, ça peut soit être dans la manière dont on crée. Par exemple, elle est plasticienne et du coup, elle utilise des manières renouvelables, tu vois, biodégradables, qui sont bonnes pour l'environnement, ou dans les messages que tu fais passer. Est-ce que hmm. tu crois qu'il faut être forcément engagé aussi et que tu Ouais, dois avoir une création dans ce sens-là? j'aurais utilisé d'autres termes, mais pour moi, il faut avoir une valeur qui prédomine surtout. Et tout ce que tu fais en découle. Donc ça peut être. Du coup, tu peux laisser à l'engagement, parce que son engagement il va être écologique. Donc sa valeur, ça va être l'écologie ou la planète, peu importe. Et bah, tout ce qu'elle va faire va être droit avec ça. Il y aura vraiment une incidence avec ça. Pardon. Et bah, du coup, moi, c'est pareil. Je vais me dire que j'ai une valeur. Il faut que tout ce que je fasse soit en corrélation avec ça, sinon je le fais pas. Ça influence beaucoup la manière d'inventer ça, d'avoir
d'avoir en tête qu'il y a des valeurs qu'on doit respecter? Ouais, ouais, carrément. Parce qu'il y a des chemins, par contre, tu vas même pas les regarder. Tu vas voir ce que c'est. Moi, je te dis, bah, pourquoi je le ferais pas? Parce que c'est pas ma valeur, c'est pas moi. Alors, excuse-moi, est-ce que tu as déjà eu euh, envie de faire quelque chose Hmm, et tu t'es dit, ouais, mais ça rentre pas dans les clous de mes valeurs? clair. Bah, par exemple, le nu, tout simplement. Le nu, ça m'intéressait avant parce que je voyais plein de photographes de l'agence Magnum qui en faisaient. Et très très bien. Je me suis dit, wow, ça peut être très très beau. Mais en vrai, ça rentre pas dans mes valeurs. Alors que j'ai voulu le faire, hein, mais ça rentre pas dans mes valeurs du tout. Et je dis pas que je le ferai jamais de ma vie, parce qu'il faut jamais dire jamais si mes valeurs un jour elles changent, mais une valeur c'est censé être immuable. Et j'ai abandonné cette idée-là avec plaisir en fait, parce que je me suis dit, je peux pas prêcher les valeurs, les ci, les ça, les machins chouettes, et que moi derrière je respecte pas. Hmm, Tu vois, donc après c'est avec plaisir que j'ai enlevé ça de ma tête. Ça veut pas dire que je ferai pas des choses, on va dire, intimes ou quoi, mais pas du nu. ok. Ça rentre pas dans mes valeurs du tout. Donc, t'apprécies ce travail-là chez les autres, Exactement. mais toi, pour toi, c'est pas ton truc. Exactement. Comme le photographe là, Robert Mapple, Torse, je sais plus comment on prononce bien son nom, un américain, qui était homosexuel et qui faisait beaucoup de photos de nu. En soi, son travail, il est bien, il est consistant, mais moi, je pourrais pas faire ça. Ok. Parce que ça rentre pas dans mes valeurs, mais c'est un travail qu'il a fait que j'estime en tant qu'artistiquement parlant. Parce il a poussé, il a poussé l'idée au bout, il allait au bout de son idée, etc. etc. Donc franchement, il a fait un bon boulot qui a été reconnu en plus par ses pairs. Donc en vrai, ça, je le reconnais. Mais de là à faire des choses de cet ordre-là, du nu ou autre, non, ça rentre pas dans mes valeurs, par exemple. Ok. J'ai posé cette question à des auteurs, mais des auteurs dans la musique. Mhm. Et là, j'ai un auteur qui, on va dire, un peu dans ma catégorie. Dans ma catégorie, pas de toute façon, j'évalue pas, hein, juste Oui, ce que tu fais. dans ce que je fais. T'as quel rapport avec l'écriture? Dans le sens où, est-ce que c'est douloureux parfois d'écrire ou ça reste toujours joyeux? Non, ça peut être très très douloureux. Bon, Qu'est-ce qui est douloureux? Euh, je pense, il y a plusieurs choses, mais là, je pense l'état dans lequel ça peut te mettre, les mots que tu vas employer, ou l'émotion, ou le souvenir auquel ça te renvoie. Ça m'est arrivé, en plus il n'y a pas longtemps, hein, de pleurer en écrivant. C'est la première fois que ça m'arrivait. En fait, il y avait, pour raconter vite fait l'anecdote, il y a ma soeur qui a fait un post sur Facebook. Elle a raconté un épisode qu'on avait vécu avec ma mère, suite à une vidéo que j'avais faite pour ma mère. Je l'avais pas lu, peut-être elle avait fait ça il y a 1 ou 2 semaines, et par hasard, je suis allé voir, et j'ai vu son commentaire. Et une seule de ces phrases m'a fait me rappeler de ce que j'avais vu quand j'étais plus petit, mais que j'avais bloqué dans mon esprit. Et ça m'a fait pleurer. Et en pleurant, je me suis arrêté de pleurer à un moment donné. Je dit, il faut que je devrais écrire dessus. Et pendant que j'écris dessus, les larmes retombent. Ah, mais du coup, j'ai pas arrêté d'écrire. J'ai continué, je me suis dit, bah là, je suis vraiment au cœur de l'émotion, autant aller jusqu'au bout. Et ça a été, entre guillemets, mon exutoire. Une fois que ça a été écrit, ça a été posé, déjà, je voyais à quel point je le sentais vrai. Et c'est pour une fois, j'étais, entre guillemets, vraiment à nu, que j'ai pas essayé de polir mes vers ou quoi. Bah, j'ai trouvé ça fort. Et on aura beau dire, plein de gens pourront le juger de léger ou pas beau, mais je sais que ce poème-là, il est bon parce qu'il est vrai. Alors, surtout que techniquement, il est mauvais, hein, ça se peut, hein. Et ça rejoint ce que disait un poète Rilke, qui disait qu'il avait une correspondance avec un jeune poète qui lui disait, ouais, mais mes poèmes, j'ai peur comment ils vont être jugés, etc., 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 etc. Il dit, mais si t'as peur que tes poèmes soient jugés, ne les fais pas. Ne sois pas poète. Parce que tu t'écris pas pour les gens d'abord, t'écris d'abord pour toi. Et si pour toi les vers sont bons, ils sont bons. Si tu les donnes au monde et qu'ils les estiment de mauvais, ils sont mauvais. Mais pour toi, ils restent bons. Ça ne doit pas influer sur ce que tu vas faire ou ce que tu vas écrire. Et donc là, c'était ce processus-là. Je les ai estimés bons parce que l'émotion s'y prêtait, puis voilà. Donc c'était un peu. Donc ça peut être douloureux pour dire ce que tu disais, c'était Mais, douloureux. mais du coup, c'est douloureux dans l'émotion, pas dans la pratique. Ah oui, ça peut être un exercice. Si, si. Mais ça, c'est encore autre chose. Euh, Dans la pratique, si, mais moi, j'ai pas encore atteint ce niveau-là. Mais ça m'est arrivé une fois ou deux où cérébralement, c'est épuisant. Vraiment, parce que tu essayes de. Ça m'est arrivé d'écrire par exemple à 2 3 heures. J'essaie d'écrire un poème, je suis fatigué. Mais je me dis que si je m'endors, là tout de suite, je vais perdre mon idée, je vais perdre mon verre et c'est mort. Et demain, je vais essayer de dire je reviens dessus, mais c'est pas vrai. Soit Hmm. je vais pas revenir dessus, ce sera pas la même émotion, ce sera pas le même contexte parce que il y a des pensées qui se perdent dans la nuit et qui reviennent pas le lendemain. Le lendemain, on passe à autre chose, on vit. Et ça peut être douloureux cérébralement à ce moment-là parce que c'est un effort mental que tu fais pour te souvenir ou pour avoir une bonne structure. Et c'est même parce que t'as un niveau de fatigue qui peut être extrême aussi. Mais ça m'est pas arrivé souvent, ça, par contre. C'est drôle parce que tu vois, là, ça fait quelques fois que je pose la question. Tout le monde me parle de la pratique. Tout le monde me parle de l'émotion, de la douleur dans l'émotion. Moi, c'est parfois douloureux d'écrire.
mais jamais dans l'émotion, que dans la pratique. Ok. C'est, Pourquoi? c'est... Parce que je crois que déjà, j'écris pas beaucoup sur mes émotions, moi. Hmm, Très peu. Jamais, même quasi, tu vois. hmm. Sur des pensées, oui. Autour de pensées, oui, mais pas d'émotions, tu Bah, vois. ouais, moi aussi, bah, en vrai, c'est plus ça, c'est vrai. Ouais. Mais par exemple, dans la pratique, déjà, moi, j'aime bien écrire dans l'urgence. Je crois que tout sort d'un jet. J'aime bien écrire d'un jet. Du coup, j'aime bien repousser les choses jusqu'au bout pour que je sois obligé d'écrire d'un seul jet, Hmm. tu vois. Sauf que, à faire ça, tu tombes face à... Tu peux tomber face à la page blanche. Tu peux tomber face à- au manque de créativité ou à la recherche de mots qui devient... qui te torture. Ça te frustre, ouais. Tu vois, ça te frustre. Tu trouves pas les bons mots. Je te parlais de la musicalité tout à l'heure, ben, je trouve pas la... Moi, c'est ça souvent C'est pas ce la qui bonne m'arrive. note en C'est soi. pas la bonne note. J'ai les mots, le sens de la phrase, il est là, l'idée, elle est là. Je suis pas loin de l'émotion, mais ça tombe pas juste. Tu vois, il y a un truc qui manque, il y a une note en trop ou en moins, je sais pas, il manque une virgule, une syllabe de Hmm. trop. Enfin, tu vois. Et quand ça tient à ça de détail, c'est le pire. Enfin, pour Je moi, suis tu vois. d'accord. C'est le pire. Parce que du coup, je fais quoi? J'ai la phrase, elle est bonne. Il faut que je trouve un mot pour garder la même émotion. Du coup, un mot qui est un synonyme de ça. Mais du coup, qui rentre dans la. Qui soit la bonne note à caler au bon moment dans ma Pour le partition. rythme en plus Pour le aussi, ouais. rythme, tu vois. Et ça peut me prendre des fois des heures, Tu sais, c'est vrai, ouais. tu vois. Après, la seule douleur que j'ai émotionnellement face à mon écriture, c'est que je déteste me relire. C'est aussi pour ça que j'écris d'un jet. Parce que c'est une impression, je sais pas si elle est vraie ou fausse, tu vois. Mais j'ai une impression de, si j'écris d'un jet dans l'urgence, ce qui veut dire que je vais sortir, tu sais, c'est comme, Tu sors du vrai. sur du vrai, c'est comme le truc, face au mur, tu te dépasses. C'est un Hmm. peu ça que je me dis. Je Hmm. me mets dans une situation d'urgence parce que je vais me dépasser forcément, tu vois. Et du coup, dans cette idée-là, je crois que j'ai pas envie de me décevoir, du coup, je me relie pas. J'ai pas envie de me dire, J'ai mal face au écrit. mur, t'as échoué. Tu Hmm. vois, Hmm. genre t'as été face à un mur, t'as pas su le sauter. Et du coup, dans cette idée-là, je me confonds dans l'idée de ouais, j'ai réussi à sauter le mur. Et c'est bon, c'est fait. Ça y est, au revoir, tu vois. C'est douloureux par C'est un peu rapport à comme ça. c'est un peu comme un exutoire aussi, quand t'écris. Mais c'est toujours un exutoire. Je vais dire c'est toujours comme si c'était évident. Pour moi, c'est un exutoire forcément, tu vois. Mais justement, il y a. Bah, alors, je vais essayer de trouver une métaphore. Hmm. C'est douloureux quand. C'est comme si tu as envie de faire la fête. Hmm. Tu vas dans une soirée et elle est nulle. Tu vois, t'es trop dégoûté parce que t'avais vraiment envie de faire la fête, que t'avais envie de faire la fête à ce moment-là Hmm. et qu'on a gâché ton moment parce que la soirée elle est nulle. Hmm. Et ben c'est un peu pareil. C'est un exutoire, mais que tu dois pas gâcher. Tu vois. Et il y a un truc, il y a une, il y a une douleur qui précède, qui peut précéder, c'est la peur de gâcher ce moment. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi ça m'arrive parfois. Parfois j'ai grave envie d'écrire, j'ai pas forcément d'idées, je suis pas forcément inspiré. Ça fait peut-être longtemps que j'ai pas écrit. Je vais me mettre face à ma feuille et les premiers mots, ils ont du mal à se poser parce que j'ai peur de gâcher ce moment qui est en fait un plaisir pour moi, tu vois. Parfois, ça me fait ça. À ce moment-là, il faut, en vrai, moi quand ça m'arrive, je vis mon moment, après j'arrête. Parce que je veux plus forcer mon écriture parce que c'est douloureux comme tu as dit. Et derrière, quand tu as de la frustration, moi, comment ça opère sur moi, bah, je peux devenir désagréable, ou ça peut changer mon énergie. Je peux, je peux niquer un programme pour ça. Par exemple, ou je peux vraiment être désagréable en fait. Et les gens ne méritent pas ça. Autour de moi, par exemple. Donc, quand je vois que je suis dans cet état extrême-là, soit je me dis que ma poésie va pas être bonne parce que je la force trop et qu'elle sort pas, ou soit si vraiment c'est un truc qui est intense, bah, je fais l'effort. Et qui est intense, qui à mon sens va débloquer tout le reste, je fais comme toi, je fais l'effort et essaie de pousser le truc au bout. Mais ton image de la fête, qui truc, ouais, il est super pertinent. Parce que c'est frustrant. C'est frustrant, tu sais pas comment faire pour inverser la tendance, c'est compliqué. Vraiment, c'est... Puis t'as l'impression, tu vois, un peu proche par l'image de la fête aussi. Parce que c'est bizarre, hein, c'est toi qui le fais, mais t'as l'impression que t'as pas d'emprise là-dessus, tu vois. C'est Comme ça. quand t'es dans une fête que t'as pas organisée, où on t'a invité mais tu connais personne, et c'est nul, et tu peux rien faire, Et c'est tu ça. vois. Et j'ai l'impression que parfois c'est ça. Mais l'écriture, c'est ça, c'est une part de mystique. L'écriture, c'est une part de mystique, euh, d'esprit spirit ou spiritualité, ou peu importe comment on l'appelle, qui vient frapper quand il veut frapper. Parfois, s'il est pas là, il est pas là. Et tu le cherches du regard, tu cherches des mots, tu le cherches de plein de manières, mais tu le trouves pas. Et ça frustre. Et ça frustre. Et quand tu le trouves, là, t'es soulagé.
Et parfois il vient pas, parfois il vient. Et c'est ça le vrai combat. Je pense que c'est la douleur, elle est plus là que. Émotionnellement, la douleur, elle est moindre quand tu t'acceptes tes émotions. Donc c'est pas vraiment une douleur. Tu peux avoir mal, certes, mais c'est pas vraiment une douleur. Mais là, ce que tu dis, je trouve que c'est plus pertinent. C'est une douleur qui est plus réelle, je trouve. Et plus palpable. Parce que être frustré, c'est une douleur réelle. Ça crée des ulcères, ça carrément, tu vois. Ouais. Donc, ouais, je suis plus d'accord avec ce que tu as dit quand même. Parce que la page blanche, ou être dans des conditions où tu sais que ton sujet que tu as en tête, il est excellent ou qu'il est bon, à ton sens, bien sûr, et pas réussir à le mettre en forme, c'est horrible. C'est horrible, je pense. Ça, ça peut aller dans la photo, c'est pareil aussi. T'as une Bah, c'est photo ça que en j'allais te tête. demander, tu vois. J'allais te demander comment tu fais quand en photo, tu as des envies et que tu n'arrives pas à atteindre. Tu fais un shoot et par exemple, tout à l'heure, je te disais, tu fais un shooting, on te pose un cadre. Je te dis, viens me shooter et je veux être chez moi, paraître un peu littéraire et tout. Du coup, on fait un shooting chez moi. Hmm, Et qu'il y a tous les éléments qui sont là. J'ai une bibliothèque, moi je suis là, je mets des petites lunettes. On fait tout pour que ça soit la photo comme hmm, je la veux. Et que tu shootes pendant 1 heure, 2 heures et qu'il n'y a rien, hmm. tu vois. De ton point de vue, parce que moi je suis pas photographe, du coup pour Toi, moi je tu peux dirais kiffer, ouais, elles ça se sont trouve, belles, ouais, tu ouais, vois. ouais. Ou pas. Mais ça sera pas technique. Je me dirais juste elles sont belles ou elles sont pas belles, tu vois. Hmm. J'aime ma tête, j'aime pas ma tête. Mais toi en tant que photographe, comment tu réagis face à ça, tu vois. J'aurais le démon. Ah, mais clairement, j'aurais le démon. Et si ça ne tenait qu'à moi, je ne sortirais jamais. Après, vu que si c'est un shooting c'est pour toi, nanana, et que c'est une prestation, je vais pas donner ton avis, etc., etc., mais je te dirais la vérité. Je te dirais, ça me parle pas du tout parce que c'est à son vide. Mais ça me foutrait la haine. Et ça m'arrive plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai fait. Carrément, cet été, j'ai fait plusieurs shootings à 5 heures du mat. À 5 heures du mat. Ouais, et 5 heures du mat, peut-être 4-5. Dans les 4-5 shootings, il y a peut-être en tout, j'ai peut-être retenu peut-être 4 photos ou 5 photos. Peut-être 6. Sur combien de photos? Par shooting, peut-être j'en faisais 20 ou 30. En gros, tu fais le calcul, ça fait à peu près 20 photos, 60 photos, on va dire. Et bah non, non, celles-là, elles ont rien. Et ça m'énerve parce que toute une organisation à 5 heures du matin, avec des gens, avec ci, avec ça. Et bah non. Et ça me frustre énormément, ça me rend ouf. Parce que, bah, pour revenir justement à comment je vais prendre une photo, j'essaye d'aller dans un sens où, si je fais du numérique, bah, un shooting doit faire 3 clics, ou 2 clics, ou un clic. Pourquoi? Parce que j'aurais pensé la photo avant, ou je l'aurais dessinée avant, et faire comme si c'était un argentique. Avec un argentique, t'as pas le choix. Donc, essaie d'avoir cette démarche-là qu'avaient les anciens. Et du coup, ça te force à penser ta photo, ça te force à être concentré, et ça te force à capter le moment qu'il faut capter. Alors, est-ce que tu shootes à l'argentique? Oui, enfin, mais pour moi, parce que en fait, pour moi, c'est un art trop noble que les gens banalisent aujourd'hui, à mon sens, bien sûr. Et pour le faire, je me sentirais super hypocrite de le faire maintenant que le peu de connaissances que j'ai sur l'argentique. Ça veut dire, on me dit, ouais, il marche comme ça ton appareil, je fais une photo, et après je vais en terrasse, je dis, ouais, moi je fais de l'argentique et tout. Non, je trouve ça moche. Alors que moi, pour moi, l'argentique, il faut que je sache la développer, il faut que je sache vraiment comment maîtriser l'appareil, etc., etc. C'est un art tout entier, tu vois. Mais ce qui est drôle, c'est que souvent, généralement, les gens, ils shootent avec des appareils un peu anciens, genre à l'argentique ou à la pellicule du moins, Hmm, pour se former à savoir prendre la bonne photo hmm. et que après ils passent au numérique. Toi, tu te formes à prendre la bonne photo au numérique. C'est Ouais, c'est vrai que c'est le chemin inverse. C'est le chemin que j'ai peut-être plus dur, mais enfin moins évident, mais en tout cas, c'est le seul moyen que j'ai eu en fait, parce que j'ai commencé avec le numérique. Et je me suis dit, bah, c'est une contrainte de se dire, t'as la possibilité de faire plusieurs photos, mais t'en fais pas. Et je trouve que c'est encore peut-être plus dur, mais ça me force encore plus à être dur avec moi-même sur pour avoir une rigueur en fait. exactement, c'est ça. C'est avoir une bonne rigueur et bon, des fois ça me réussit, des fois ça me réussit pas, mais plein de fois je fais des shootings, j'utilise même pas derrière. Honnêtement, sur 100% de shooting, j'ai dû en utiliser peut-être 30%. Il y a des photos qui dorment, ne sortiront jamais, alors qu'elles sont bonnes objectivement peut-être, tu vois, mais ça sortira pas parce que j'estime qu'elles ont pas de sens. Et j'aime pas faire les choses sans sens, tu vois. Et comme je pose souvent la question, je pose souvent cette question aux gens qui font plusieurs disciplines. Mhm. Est-ce que parfois tu laisses reposer? Parfois tu fais rien du tout. Parce que j'ai l'impression que la difficulté de quand tu maîtrises plusieurs choses, c'est de savoir laisser reposer, tu vois. Par exemple, moi, je joue pas tout le temps, du coup, c'est cool. Et j'écris. Et du coup, des fois, je corrèle le fait de pas jouer et pas écrire. Ça me va. Du coup, parfois, je fais pas grand-chose. Je fais pas grand-chose parce que j'ai peut-être besoin de vivre un peu les choses ou laisser reposer, tu vois. J'ai l'impression que quand tu maîtrises bien plusieurs disciplines, c'est dur de rien faire. C'est vrai.
C'est vrai. Peut-être parfois t'en as pas besoin, je sais pas, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est dur. Bah si, des fois j'ai envie et besoin de prendre du recul parce que physiquement et psychologiquement je suis éteint, je suis fatigué. Mais il y a toujours un truc qui me rappelle à la création. Ça peut être un élément extérieur, ça peut être quelqu'un. Comme ça peut être moi, je me dis, bah, enfin, ça tourne tout le temps, bah, je dois le faire. Mais des fois, franchement, maximum, je peux prendre 2 jours sans vraiment penser ou sans rien faire. J'ai du mal à faire plus parce que soit on va me solliciter, et vu que c'est pour de la création, je vais dire oui, ou soit ça va tourner, je dis, là j'ai du temps, il faut que je le fasse. Parce que quand je voudrais le faire, je pourrais pas. Tu vois, j'ai cette crainte-là aussi de me dire, bah, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et aussi, j'ai cette croyance qui me dit que si Dieu t'a donné une capacité et que tu ne l'exploites pas, il va te la retirer. Tu vois, et ça, j'en suis Ah, intimement convaincu. c'est trop marrant que tu dis ça. J'ai dit à quelqu'un que j'ai interviewé que moi j'avais l'impression que c'est comme si j'avais un super pouvoir, mais qui m'était tombé dessus et que du jour au lendemain pouvait s'en aller. C'est exactement ça. Mais c'est bizarre de penser ça parce que je suis quand même conscient de tout le travail qu'il y a derrière. Bien Du coup, sûr, que ça n'est pas tombé du ciel. exactement. Mais c'est pour avoir le niveau légende, encore une fois, ou faire partie des plus grands, ou être bon, tout simplement. C'est du travail. Tu prends l'exemple sportif de CR7 et compagnie, et ils s'entraînent pas, bah, ils ont du talent de base, mais ils s'entraînent pas, ils vont être Gourcuff, tu vois, ils vont être comme Gourcuff qui a fait une carrière horrible, tu vois. Alors qu'on essaie de le prochain Zidane, tu vois. Donc moi, c'est la même chose. Tu prends Messi, ok, il a un don, il a un talent, ok, il s'est piqué pour être plus grand, ok, mais maintenant, s'il s'entraîne pas, il va faire comment? Regarde Ronaldinho, comment il a fini, tu vois. Et alors que lui, son don, c'était un truc de ouf. Mais monsieur a préféré aller frotter en boîte Et donc, et... donc t'as l'impression que lui, tu vois, Ronaldinho, comme il s'est pas entraîné, son Ouais, don lui a enlevé. clair, clair, clair. Il a fait en prison. Tu C'est vois. vrai, il a Non, mal mais fini. clair, clair, clair. Alors que, après, il y a l'entourage, bien sûr, et tout, qui joue beaucoup, mais rien que le fait est que ton don, tu l'exploites pas comme il faut l'exploiter, alors qu'on te l'a donné, c'est un don, bah, on va te le retirer, mon pote, hein. Parce qu'il y en a d'autres derrière qui. Ce don-là, ils en font quelque chose, et les places sont limitées. Alors, tu penses quoi? Je me pose la question à moi-même quand je te la pose, hein. Hum, Tu penses quoi des gens qui ont pas de don à la base, hum. mais qui en s'entraînant deviennent très forts? Est-ce qu'ils avaient un don qui était caché qu'il fallait développer ou est-ce que juste ils ont créé leur don? Moi, je pense qu'ils ont développé une forme d'intelligence qu'ils ne connaissaient pas en eux, et qu'ils ont fait preuve d'encore plus de force que les autres. Parce que euh, entre guillemets, créer du sol, c'est tellement dur. Et il y a une citation d'un critique d'art qui s'appelle Laurent Danchin, qui dit souvent, enfin, il dit que souvent, le cerveau, c'est comme un arbre. L'esprit, c'est comme un arbre. C'est-à-dire qu'il fait plein de feuilles, plein d'arborescence. Mais plein de gens, tout le monde fait de la tige et de la feuille, mais peu de gens font de la fleur et du fruit. Et alors que tout le monde a la même sève. Donc tu vois là ce que tu dis, on a tous la même sève, on a tous les mêmes fondements, mais on ne sait pas comment réussir à aller jusqu'au fruit. Et pour aller jusqu'au fruit, bah, c'est du travail, c'est de la recherche. Alors tu peux avoir rien du tout en toi, hein, mais tu dois travailler, 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 jusqu'à forcément un moment trouver. Et si tu trouves rien, c'est pas grave. Et je pense qu'avec du travail, c'est sûr que tu as des résultats. Si tu te cantonnes à un domaine, tu auras tes résultats, c'est sûr et certain. Sûr, sûr, sûr. Et il n'y a que le travail qui paye. En vrai de vrai, il n'y a que le travail qui paye. Le don, c'est bien, hein, mais si t'en fais rien, ça part. Ou Hmm. il y aura un autre derrière qui aura le même don que toi, qui aura un peu plus de travail que toi, bah c'est lui qu'on va écouter et pas toi. J'avais vu une phrase, je sais plus c'est de qui, c'est un auteur en plus, mais je sais plus c'est de qui, je suis très mauvais moi dans les citations, mais qui disait le don sans le don sans entraînement ou sans travail n'est qu'une mauvaise habitude. Ouais. Je sais pas de qui c'est, mais c'est super vrai. Je suis complètement d'accord. Bon, les gens ils me diront si c'est exactement ça, mais en tout cas, l'idée elle est là, tu vois, c'est ça. Non, C'est que si tu c'est travailles pas ton d'accord. don, en fait, c'est qu'une mauvaise habitude. C'est clair, parce que c'est vraiment ça en fait, hein. C'est une mauvaise habitude, c'est là, mais tu sais même pas quoi en faire, tu sais pas comment le développer, tu sais même pas comment le faire fructifier, tu sais rien en faire. Et c'est triste, parce qu'après derrière tu vas te plaindre de ne pas être à la place que tu veux être, tu vas être frustré, mais ça part de toi, t'as pas travaillé. Si aujourd'hui, à mon sens, je sais pas moi, millionnaire ou milliardaire, c'est ma faute. Hmm. À un moment donné, j'ai pas travaillé, c'est tout. Hmm. Je vais pas me dire non, c'est le monde, je sais pas quoi, j'ai tout ce qu'il faut. Non. J'ai pas travaillé comme il fallait travailler, par exemple, ou j'ai pas fait un choix qu'il fallait faire, que j'aurais pu faire si j'avais été plus concentré, par exemple. Mais toi, du coup, tu travailles 3 fois plus parce que tu étais dans 3 disciplines. Ouais, ouais. Bah ouais. Mais je me rends même pas compte en vrai, mais c'est devenu instinctif presque. Et parfois, bah, il y a des domaines que je vais devoir délaisser pour mieux maîtriser un domaine, parce que trop tout faire, tu fais les choses mal. Hmm. Donc, À tout faire, on fait rien. exactement. Donc j'essaie quand même d'être structuré un minimum. Et comme la photo et la vidéo, c'est relativement lié, ça va.
Mais la poésie, je prends ça vraiment à part quand je la fais sérieusement, je veux dire. Mais ouais, c'est beaucoup plus dur, je pense. Après, des fois, il y a d'autres domaines qui rentrent en compte, je fais d'autres trucs par-ci, par-là, donc ça m'arrive de m'éparpiller beaucoup comme beaucoup de gens. Mais quand je vois que je vais trop loin, j'essaie de revenir à mon essence et trouver un équilibre. Et en parlant de travail, c'est quoi l'œuvre dont tu es la plus fier? Hum, je pense que c'est une photo que j'ai prise en Italie en 2016 à la ville de Gênes. C'était la première fois, je crois, de ma vie que j'avais le sentiment d'être au bon endroit au bon moment pour faire une photo. C'était quoi la photo, si tu peux expliquer un peu? Ouais, je peux l'expliquer. C'était à l'heure du coucher de soleil à peu près. J'étais sur les rochers. C'est un endroit qui s'appelle les Cinq Terres en Italie. Ouais, je connais, j'ai C'est entendu parler, ouais. c'est super joli et tout. Je suis allé sur un coup de tête parce que j'étais fan de l'École des Champions, le manga à l'ancienne. Bref, c'était à Gênes et tout. Bref. Et je suis allé et tout. Et j'étais sur des rochers, j'écrivais un poème sur les rochers, vraiment un cliché de ouf, le mec. J'écrivais un poème sur les rochers, coucher de soleil et tout. Ah ouais, Et vraiment cliché en voir un plus. cliché de ouf, franchement, j'ai honte presque. Et au loin, je vois un bateau. Et il y a peut-être 4 personnes qui sont dedans. Et donc, il y a un mec. Et vraiment, je crois que j'ai fait un clic vraiment sur cette photo-là. Je me suis dit, putain, il y a un truc qui va se passer. Parce que juste avant, je prenais une fille en photo. Et des mouettes, enfin, je m'entraînais, j'écrivais. Et à ce moment-là, quand je vois le bateau, je laisse mon carnet et je prends l'appareil. Et en voyant les gens sur le bateau, j'attends, juste j'attends. J'ai mon œil sur le cadran, j'attends. J'ai fait mes réglages, j'attends. Et il y a un mec qui saute. Et sans faire, je sais pas pourquoi, j'ai appuyé à ce moment-là. Et quand je regarde la photo, j'ai la moitié de son corps qui est à l'extérieur, la moitié de son corps qui est à l'intérieur de l'eau. Mais je suis assez loin quand même, hein. Et sur le bateau, il y avait, j'ai oublié c'est quoi exactement ce qui se passait, mais il y avait une autre action qui se passait à l'intérieur du bateau. Et la composition de la photo, euh, Du coup, c'est une photo en mouvement. elle est en mouvement, mais elle est figée en même temps. C'est super truc. Et j'étais nul techniquement à l'époque en plus. Donc pour moi, ça m'a frappé de ouf. Et il y a la mer coucher de soleil qui est bleue teintée de rosé un peu. Et t'as le coucher de soleil qui tape un peu aussi sur l'autre partie de la photo. Et c'était en paysage que je l'ai prise. Alors que moi, je fais quasiment que des photos en portrait. Et je pense que c'est ma photo dont je suis le plus fier, je pense. Après, les autres, je suis pas vraiment fier. Et il y en a d'autres aux Comores et tout ça. Mais celle-là, je pense que c'est celle que je Que tu, retiendrai le que plus. tu, ouais, que tu vas retenir à vie. Ouais, parce que c'était vraiment la première que j'ai sentie. Il y J'étais avait là. qu'il y avait un truc dedans. Ouais, j'étais là où il fallait à ce moment-là. Et avec tout ça, est-ce que tu crois que pour toi, la création, c'est vital et primordial? Est-ce que c'est un truc que tu pourrais abandonner un jour et que ça te ferait rien ou ça, c'est obligé d'être là pour toi? C'est là par nécessité. Ça sera toujours là. Mais elle se manifestera uniquement par. Par nécessité? Ouais, Nécessité de quoi? je peux pas faire autre chose. Je pourrais pas faire autre chose, je pourrais pas ne pas créer, je pense. J'ai essayé, mais ça me rattrape toujours. Je suis jamais, enfin, je me sens jamais à ma place quand je crée pas, ou je me sens pas bien. Et c'est vraiment une nécessité. Je me sens pas vivre, on va dire, si je crée pas. Et donc ça sera peut-être toujours là, mais ça se manifestera pas toujours, parce que je distingue beaucoup art et création, tu vois. Et la création, c'est toujours là, c'est intime, c'est personnel. On le fait grandir avec soi et tout. Et donc ça bouge pas, je pense. À part vraiment si à un moment donné on fait preuve d'abnégation, on change de vie du tout au tout, on s'y résigne, mais il y a moyen que ça revienne, je pense quand même. Ça tape à la porte tout le temps, je pense, la création. C'est une nécessité. Et quand on crée pas par nécessité, on crée faux, à mon sens. Parce Ok. qu'on va créer pour créer ou créer pour, comme je disais tout à l'heure, avoir le statut de l'artiste qui. Non, non, non. Donc, Toujours dans cette idée de vrai, faut toujours. c'est ça. Ok. Et on va conclure. Pour conclure, j'ai toujours trois petites questions. Mhm. La première, c'est donne-moi une œuvre créative, ton œuvre créative favorite. Quand je dis œuvre créative, c'est n'importe quelle œuvre. Ça veut dire que ça peut être un objet matériel, immatériel, un livre, un film, une musique, un meuble, ce que tu veux. Mais ton objet favori créatif. Je dirais une composition de 1924 de Mondrian, ou 1927, je sais plus. Un de ces tableaux jaune, bleu et rouge là. Je pense que c'est celle-là. Je dirais que c'est cette œuvre-là qui me marque le plus au quotidien, de par comment il l'a créé, de par pourquoi il l'a créé, etc. etc. Ok. Maintenant, une œuvre créative inspirante. Pareil, tout domaine confondu. Inspirante, inspirante, inspirante. Je suis tombé, j'ai pas le nom exact de l'œuvre, mais je suis tombé sur les œuvres en général du peintre Turner, en anglais là. Et ça m'a inspiré trop de choses. Et des émotions, et une envie de créer aussi. Ok.
Ouais. Donc son œuvre dans sa globalité, Ouais, sa Turner, technique. ça t'inspire. Ouais, sa technique, elle est incroyable. On dirait que c'est embué. En vrai, t'es enfermé dans un rêve. Et je trouve ça trop fort. Et pour terminer, un conseil pour quelqu'un qui veut créer. Hmm. De rester vrai, et de penser vrai, et d'essayer d'être juste, mais pas bon. D'essayer d'être juste mais pas bon. Ouais, Et de rester honnête avec soi-même. ouais. Super important, je pense. La justesse. La justesse. C'est ce qu'on va retenir. Voilà, j'espère. Merci. Avec plaisir. On mettra dans la bio ton Instagram pour que les gens aient voir ton travail. Ok. C'est vraiment à voir, c'est vraiment joli. Merci beaucoup, ça Merci fait beaucoup, plaisir. Faïd. Merci pour l'invitation. En tout cas, c'était super sympa Pas de problème. et force pour le reste. À la prochaine. À la prochaine.